avec plus ou moins d'angles, qui dit on se trompe, d'accord, il y a ces gens-là, eux disent qu'ils sont des alliés, mais en fait ce sont les créateurs de tout ça. Alors je vais vous dire ce que j'en pense vraiment. Il y a beaucoup de choses dans ces États qui ne me plaisent pas. Vraiment, voyez-moi, par rapport à ma culture de militant des droits de l'homme, c'est le moins qu'on puisse dire. Un pays où les femmes n'ont pas le droit de conduire et peuvent regarder que des dessins animés dans un seul cinéma du pays, évidemment. Mais sur cette affaire proprement dite, puisqu'on est dans des affaires sérieuses, puisque notre honorable chef de l'État dit qu'on était en guerre, et je rejoins ce propos. On n'est pas dans un petit conflit, c'est une guerre avec d'autres formes, une autre manière. Je vais vous faire une comparaison, et pourquoi je pense, après avoir bien réfléchi, écouté, pourquoi je ne crois pas à cette thèse. Je crois que ce que vous dites est vrai. Je crois que si vous écoutez le discours moyen de certains dirigeants de ces pays, ils peuvent se rapprocher. Mais pourquoi je crois que ce n'est pas la même chose, et pourquoi je crois que ce n'est pas là le cœur de la cause. Je vais vous faire une comparaison historique, excusez-moi, mais pour faire comprendre ce que je veux dire. Je vais vous parler de ce qu'a été, par exemple, le stalinisme et le modèle de l'URSS. Les grands tueurs, Staline, des millions de gens, un modèle totalitaire, absolu, l'occupation de pays, l'écrasement de pays, de peuples entiers. Mais je vais vous dire, pendant qu'il y avait Staline, ici en France, il y avait l'humanité, ils se vendaient beaucoup. Vous savez quoi? Il y avait 25, 27, à un moment ça a même dépassé les 30, rarement, mais % des Français qui aux élections votaient pour le Parti communiste français. Vous savez quoi? Le congrès où est né l'international, qui va devenir l'international communiste, la troisième internationale, il a eu lieu chez nous, à Tours. Vous savez quoi? Karl Marx, il a écrit le Capital à Londres, et il est allemand. Vous savez quoi? Les militants bolcheviques durs qui ont existé, qui ont propagé, ils étaient européens au cœur de nos démocraties. Vous savez quoi? On avait des relations avec les Russes, avec l'URSS. Et bien vous savez quoi? Ce ne sont pas les gens d'ici qui ont fait Staline. Qu'ils aient été aveuglés, qu'ils y aient participé, qu'ils y aient cautionné, que certains aient même caché, que d'autres aient eu la volonté, même que nos propres pays tombent sous la coupe du régime communiste, oui c'est vrai. Mais ce ne sont pas nos pays qui étaient responsables de ce qui se passait en Russie. Et si quelqu'un me dit, mais vous trompez totalement, vous avez lu l'Humanité, vous avez vu ce qu'il raconte, vous savez combien ce journal se vend, vous savez que ce journal, vous le trouvez dans tout pays France, qu'il est distribué tous les dimanches dans les marchés. Vous savez qu'il y a des dizaines de milliers de Français encartés dans leurs organisations. Pour reprendre un parallèle. Vous savez qu'il faut attaquer la France pour battre l'URSS? Ben, ça aurait été une erreur. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas un combat contre l'influence stalinienne en France. Et je ne dis donc pas qu'il ne faut pas combattre les courants, les tendances, les propos, les ambiguïtés diplomatiques ou tout ce qu'on veut qui peuvent être discutés. Mais il ne faut pas confondre. Parce que cette logique où on n'arrive plus à déterminer les frontières exactes de où sont nos ennemis, où est le cœur de nos priorités dans un combat, la guerre, c'est des priorités, des choix et un calendrier. Je revoyais l'autre jour dans la série Apocalypse, Staline justement. Et quand il y a l'Apocalypse sur Staline, il y a cette image de Churchill qui arrive à Moscou. Churchill était un anticommuniste primaire, anti-stalinien déterminé. Il arrive à Moscou, il fait ça, lever de la victoire. Et il dit, putain, il dit, mais pour combattre les nazis, je me serais allié avec le diable. Et je vais vous dire une chose, heureusement qu'il a pensé comme ça, pour tout le monde. Les réalités géostratégiques et politiques, elles sont comme ça. Parce que si on doit s'allier avec un pays qui n'a aucune responsabilité sur rien, c'est même pas nous-mêmes, monsieur. C'est même pas nous-mêmes. Parce que nous, si je vous disais, par exemple, vous avez peut-être oublié, mais comme j'ai un peu plus de cheveux blancs que vous, moi, je m'en souviens, j'étais petit, mais je regardais ça à la télé. L'ayatollah Khomeini était à Neauphle-le-Château, protégé par nous. C'est lui qui a déclenché, qui a finalement pas déclenché la révolution iranienne, mais c'est lui qui, sur le fond, est l'instigateur, même si ça se retourne contre aujourd'hui, de l'islam radical, politique et guerrier. Le djihad, c'est pas 1920 ou je sais pas quoi.
c'est d'abord la révolution. Dans mon rapport, j'explique une chose. La révolution s'est convertie à l'islam en 79, quasiment au même moment, à 10 années près, que l'effondrement du mur du Berlin. Et que l'islam politique est né là-dedans. Mais vous voyez, même maintenant, aujourd'hui, moi je le crois, c'est un avis qui peut ne pas être partagé, je l'entends. Mais maintenant que ces forces-là, par exemple, ciblent les chiites, veulent les détruire, pas con d'avoir un petit accord en sous-main vécu contre eux. En fait, la guerre, c'est impitoyable. Elle n'a qu'un objectif. C'est en ça qu'elle se différencie du débat. Faut gagner. Après, on sera pointé du doigt, il y aura des historiens, il y a des gens qui diront qu'on a mal fait ça, sûrement. Mais je préfère lire un livre d'histoire qui m'accuse d'avoir été aveugle et de ne pas avoir bien pris en compte ce qui s'est passé, si vous voulez, pendant le bombardement de Dresde, plutôt que ce soit eux qui lisent des livres d'histoire pour expliquer comment j'ai disparu d'ici. C'est ça, je pense. Dans la géopolitique française, la confusion ne nous aide pas. Et je pense qu'on doit collectivement faire une chose. Il ne s'agit pas de taire l'esprit critique. Il ne s'agit pas de taire les solidarités qu'il faut avoir. Mais à mettre tout le monde dans le même sac, on va se retrouver seul et sans possibilité de combattre. Donc, un peu d'intelligence, un peu de réel politique, même si c'est dur. Et je pense que tout ça va aider, parce qu'indéniablement, même pour ces pays, les choses bougeront. Même pour ces pays, les choses bougeront. On a dépassé l'horaire, on prend la toute dernière question. Bon, alors j'espère qu'elle va être... Une question courte pour une réponse courte. Je vais essayer. Alors d'abord, puisque c'est la dernière question, je vous remercie une fois de plus pour votre présence ce soir. Elle a été, j'en suis sûr, pour tous intellectuellement extrêmement intéressante et affectivement très agréable. Malek Bouti, député de la République française, invité par le CRIF, moi ça me plaît bien. Vous avez beaucoup critiqué la classe politique qui ne travaille pas, qui fait beaucoup de commissions, qui fait beaucoup de rapports, qui ne sont pas tous lus, j'espère que les vôtres le seront. Vous avez employé un mot qu'on n'entend plus beaucoup chez nos dirigeants, qui est le mot de militant, qui vous va comme un gant, et votre vie le prouve. Ma question, c'est si tout s'arrêtait demain, et comme on dit chez nous, puissiez-vous vivre jusqu'à 120 ans. Mais vous n'avez pas l'impression que vous en avez fait plus avant d'être député qu'après? SOS Racisme, ça a été quelque chose d'énorme. Ce que vous avez fait en termes de profiling pour les boîtes de nuit, ça aussi, c'est énorme. Et aujourd'hui, ma question, c'est, les députés ont le pouvoir de signer les lois, mais est-ce que le politique aujourd'hui a le pouvoir de faire changer les choses? Est-ce que ce pouvoir-là appartient encore à cette classe politique et non pas à des artistes, à des écrivains, à des intellectuels et à des gens de la société civile qui parfois nous donnent l'impression de pouvoir faire changer des lignes plus radicalement que les députés? Je trouve que c'est une excellente question, et pas parce que vous êtes le dernier. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une excellente question, parce qu'elle renvoie finalement à mon propos introductif. Alors d'abord, je réponds pour moi perso. Est-ce que c'était mieux quand j'étais SOS? Alors, quand j'ai fait le choix, quand Laurent Geoffrin a présenté mon parcours, en très synthétique, j'étais président d'SOS, pourquoi je suis passé à la politique? Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, François Hollande, qui était premier secrétaire du PS, m'a appelé. On sortait du 21 avril. Jospin avait perdu. On était troisième. Pourtant, pour la leçon, pour les réflexions politiques, sûrement le gouvernement qui a eu les meilleurs résultats économiques depuis l'après-guerre en France. Des créations d'emplois à gogo, la cagnotte, les retraites soulevées, la CNU, des 35 heures, des ta-ta-ta-ta-ta-ta. Troisième, jeté. Dehors. Voilà. Donc l'objectivité de la politique, un grand débat. Il me demande, et qu'est-ce que j'ai pensé moi? C'est vrai, je suis quelqu'un de sensibilité de gauche. J'en ai croisé beaucoup. C'était le PS, ça aurait pu être autre chose. Sincèrement, je vais vous dire autre chose. Je l'ai dit. Moi, je suis un homme extrêmement endetté. Voyez-vous? Extrêmement. Et vous savez pourquoi? Parce que quand les gens disent « je dois tout à la République », en général, c'est beau, mais on ne comprend pas très bien tout. Moi, c'est très simple. En fait, sans la République, je ne marcherais pas. J'ai eu la polio. Je devais être rien. Je sais ce que c'est qu'être rien. Je suis sans pitié même avec moi-même. Je sais regarder les choses terribles dans la vie. Je ne vis pas dans un roman. Et j'aime la vie. Je dois des choses. C'est pas mon parcours qui compte. C'est pas de réussir des belles choses. J'en ai rien à foutre de rentrer dans des boîtes de nuit s'il y a des islamistes qui font péter des bombes. J'en ai rien à foutre de rentrer dans des boîtes de nuit si autour de moi les gens sont malheureux ou sont pas bien. J'en ai rien à foutre si mon pays est en plein doute. En fait, c'est un sujet parmi d'autres. Même ce combat-là, je l'ai toujours fait pour la France, pas pour une catégorie de personnes.
Quand j'ai signé avec l'UEJF ce livre qui dénonçait la montée de l'antisémitisme au moment où on le dénonçait, sincèrement, je ne défendais pas les juifs, faut pas rêver. Je me défendais moi-même, je défendais tout le monde, je défendais la France. C'est ça que je pense. Et pourquoi j'ai accepté? J'ai accepté parce que oui, je considérais qu'il y avait un problème et qu'il fallait aider, que j'étais endetté, que j'avais connu plein de gens de gauche qui m'avaient aidé dans la vie, que c'est aussi des catégories socio-professionnelles comme ça, donc je l'ai fait. Et pourquoi j'ai choisi d'être député? Sincèrement, parce que d'abord, je pense que dans la vie politique, on ne peut pas tout faire, je l'ai jamais cru. C'est pour ça que je parle d'action, de travail. J'ai un rapport un petit peu et romantique et professionnel à la politique, voyez-vous. Par exemple, je pense qu'il y a des questions de capacité. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour diriger une région, que tout le monde n'est pas fait pour être maire, que tout le monde n'est pas fait... En fait, tout ne peut pas se mélanger. Moi, je sentais que j'étais fait pour être député parce que je suis nul en droit, ça ne m'intéresse pas tellement. Mais je pense que le caractère tribunicien de la fonction de député est important. Je pense, et je ne me suis peut-être pas trompé, que dans une période comme on connaît maintenant, le fait que quelqu'un comme moi puisse parler au nom du peuple français, c'était très, très, très utile. Pas que dans les conférences le soir. Que quand je m'exprime, par exemple, dans des médias, et comme je l'ai déjà dit, je suis obsédé par une idée. Par les enfants qui vont être devant l'écran, par ceux qui me ressemblent qui vont être devant l'écran, par des gens qui pourraient avoir des parcours et qui se disent « mais si lui y est, moi j'y serai. Si lui le dit, moi je le peux. » Et c'est pour ça que et plus au fond, et d'une manière concise, mais vous comprendrez l'essentiel, est-ce que le politique a encore le pouvoir? Est-ce qu'il n'est pas ailleurs? Vous avez tort et vous avez raison. En fait, quand je disais que le défi qui est posé par cette nouvelle situation, c'est un défi qui nous obligera à changer. Entre autres, si je suis cohérent avec mon analyse, si on veut redonner espoir, si on veut remettre sur les rails la société, si on veut la remettre en ordre, dans le bon sens du mot ordre, alors évidemment, il faut répondre aux éléments de la crise politique. Et répondre aux éléments de la crise politique, c'est pas les débats sempiternels sur la 6e République, le pouvoir du Parlement, etc. Il y a sûrement des éléments institutionnels. Par exemple, à titre personnel, si vous voulez, je considère que l'élection présidentielle, aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, aujourd'hui, est destructrice de la politique dans ce pays. Elle ne crée que des déçus, quel que soit votre vote. Et c'est ça qui est bien. La France est un pays qui, tous les 5 ans, a la moitié du pays qui est cocu politiquement. C'est comme ça. Quel que soit le gars qui gagne. C'est une élection qui est destructrice. C'est une élection qui tue la pensée. Je le veux. Ce ne sont que des écuries. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est comme ça. Mais maintenant, c'est ça. C'est pour ça qu'on a des institutions complètes. Il y aura des réformes nationales. Mais je l'ai évoqué à propos de cette guerre. Je l'ai évoqué à propos de la manière dont on doit s'en sortir. Les sociétés modernes, les nations qui vont réussir sont celles, comme nous, qui auront des règles de vie en commun, claires, respectueuses de la part nécessaire et indispensable de la liberté individuelle, mais aussi garantes de l'intérêt collectif et de l'intérêt général. C'est le modèle républicain. Mais la deuxième chose, ce sont des sociétés où le pouvoir et la construction de la démocratie se fait aussi transversalement et pas horizontalement, dans les deux dimensions. Ça va être chaotique, mais on en a besoin. On n'a pas besoin d'artistes, d'intellectuels qui remplacent les politiques. Ils ne savent pas faire le job, ils sont nuls. Vous avez qu'à voir. Non mais je parle sérieux. Regardez les gens intéressants qu'on voit quand ils rentrent dans les appareils, ce qu'ils deviennent. Ils deviennent pires que les bureaucrates en général. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on ne se met pas à faire de la chanson. Pourtant, j'aimerais bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit retrouver, oui, une déconcentration du pouvoir. On doit trouver des formes participatives. On doit trouver, avec le travail qui est fait, avec l'utilisation des réseaux sociaux, etc., des méthodologies pour que les gens se sentent plus partie prenante. On ne doit pas décider, par exemple, au millimètre de tout. C'est anormal. Je donnais un exemple dans mon rapport, puisque parler de jeunesse. Moi, par exemple, qui connaît le mieux les enfants d'une ville? On en parlait tout à l'heure, ce sont les profs. La vérité, c'est que c'est eux qui passent le plus de temps avec les enfants. Mais vous savez que quand la ville, le département ou la région doit faire un investissement pour la jeunesse, il en écoute des gens, sauf eux. Bon. Mais moi, je pense que les profs, ils ont un point de vue à savoir s'il faut un stade de foot, une bibliothèque dans ce quartier. Ils ont un point de vue là-dessus. Et souvent, je ne dis pas qu'ils doivent l'imposer, je ne dis pas que c'est eux qui doivent prendre le pouvoir, il y a un maire. Je pense que c'est pareil en matière du rôle
culturelle. Je pense que, par exemple, dans notre manière de contre-attaquer face à l'islamisme, il y a une arme qu'on doit utiliser, j'en parle. Et c'est l'argent, le business. Il faut redonner envie. On a des nouvelles générations qui sont hybrides dans leur rapport à l'économie. En fait, ils sont solidaires, mais ils veulent réussir. La grande revendication dans les quartiers, c'est pas le voile, c'est le million. Et c'est normal. Parce que les populations issues de l'immigration ont comme seul point commun ni la religion, ni la langue, ni la culture, ni la destination nationale. C'est la surmotivation de réussite sociale, parce qu'il n'y a pas d'héritage et qu'il n'y a rien d'autre. Comment ça se fait qu'on crée une banque publique d'investissement et qu'elle prête de l'argent aux riches et pas eux? Et eux, ils ne demandent pas des millions. Je suis pour aider les grandes entreprises. Mais, par exemple, j'ai proposé un truc hyper concret. Je suis un homme très concret. J'ai proposé, par exemple, qu'il y ait des bus de la banque publique qui se déplacent sur les territoires, qui viennent pour des petits emprunts de celui qui veut ouvrir son petit garage. En fait, c'est ça, avoir sa chance dans la République. C'est pas qu'on te donne le RSA, jeune. C'est qu'on te dise, voilà, t'as 10 000 balles, t'as un projet dans ta vie, t'as intérêt à le réussir. C'est one shot, t'en auras pas 2 fois 10 000 balles. Voilà. Et le gars, même s'il perd, je vais vous dire autre chose. S'il perd, s'il ne réussit pas, vous savez ce qui va se passer? Il va pas dire c'est la faute de la France. Il va pas dire c'est la faute des autres. Il dit, j'ai eu ma chance, je l'ai laissé passer. Aujourd'hui, ce qui crée la rage, c'est de ne pas avoir sa chance chez les citoyens. Tout ça, on peut y associer des gens. Donc oui, mais ne jetez pas le bébé avec l'eau sale du bain. La démocratie représentative, c'est quand même la raison. C'est pas la pulsion, c'est pas l'immédiateté, c'est le recul. Moi-même qui suis l'être le plus impatient du monde, en tout cas à la recherche de la paix, du bonheur pour les gens, parce que je suis impatient de voir ça. En fait, moi, j'ai pas envie qu'on me dise il faudra des générations pour combattre Daesh. En fait, pas du tout. J'ai envie de voir la fin du film. Moi, je veux que al-Baghdadi meure dans son bunker et pouvoir aller là-bas dire ah, c'est là qu'il était le gars. Je veux, parce que je pense qu'on peut, parce que je crois qu'on est fort, je crois qu'on est un pays riche. Je pense que, je vais vous dire une chose, je pense que la démocratie, je pense que ce qu'on représente comme histoire, avec tout ce que j'ai dit sur le passé chaotique, mais je pense que la fierté d'être français, elle n'est pas chez Marine Le Pen, elle est chez nous. Parce que c'est nous qui devons les réponses. Et en venant ce soir, et ce sera le mot de la fin, c'est ça que je voulais partager. Je voulais dire qu'on était tous super et qu'on avait quelque chose de plus fort qu'eux qui était terrible. C'est que tous nos projets, quelles que soient nos différences, c'est des projets de vie et eux, c'est un projet de mort. Et je pense que il y a quelque chose qui est plus fort que l'autre, c'est l'histoire humaine, et qu'en tout cas, en fait, vraiment croyez-moi, demain, ce sera mieux qu'hier. Je vous avais prévenu, Malek est un homme exceptionnel. On a fait beaucoup de conférences, débats depuis 2 ans. C'est l'une des plus passionnantes que j'ai entendues. Et je souhaite que ces idées puissent s'épanouir. Je suis vraiment très reconnaissant d'avoir été, on a largement dépassé l'horaire prévu, mais ça a été un régal. Et je remercie Laurent Geoffrin d'avoir posé les bonnes questions. Et donc, merci à tous. Je vous suggère de consulter son rapport sur Génération Radicale sur le site du CRIF. Je vous rappelle que la prochaine manifestation aura lieu le 31 mai avec le candidat